On se retrouve parce qu'on est dans la sauce avec Chris. Alors, c'est un peu la faute du graphique d'ailleurs. Moi, je me dédouane de toutes mes responsabilités. On a fait une vidéo que vous avez peut-être vue qui s'appelle Hollande versus Mélenchon au deuxième tour, la prophétie inédite, interdite. Et on parle du coup du fait que pourrait y avoir en 2027 un second tour Hollande versus Mélenchon. On avait déjà parlé de la prophétie du sein graphique, la prophétie principale, celle qui donnait Mélenchon face à Le Pen au second tour. À l'époque, on nous disait c'est impossible, Mélenchon ne passera pas au second tour, il est finito, je sais pas trop quoi. En fait, aujourd'hui, tout le monde s'oriente un peu vers ça, le RN contre Mélenchon, alors que ce soit Le Pen ou Bardella, si Le Pen ne va se présenter. Mais nous, on a voulu pousser plus loin l'analyse en se disant, mais est-ce que quand on parle de 2002 à l'envers, on pourrait pas avoir un vrai 2002 à l'envers, c'est-à-dire deux personnes à gauche, comme en 2002, il y avait eu deux personnes à droite au second tour, du fait de la division du camp adverse. Et donc, arriver avec un Hollande et Mélenchon au second tour avec la droite divisée. On a essayé de voir à quel point ça pouvait tenir. On a essayé de proposer un futur possible, même probable, hein, qui pourrait vraiment advenir demain, avec notamment un contexte de guerre où Hollande arrive comme quelqu'un qui a une stature d'ancien président, comme ça, Mélenchon qui conserve l'électorat qui lui est relativement acquis, et Bardella qui s'écroule parce que c'est un peu une coquille vide et parce qu'il a plusieurs adversaires à droite sur la même ligne que lui qui se partagent un peu des voix, quoi. C'était un peu ce qu'on racontait. Et cet extrait a fuité sur Twitter. Et ça buzz, ça bad buzz, tout le monde dit c'est impossible. Donc voilà, vous verrez que dans 6 mois, les gens peut-être déjà diront peut-être que c'est possible. Et quand ils verront Hollande à 14-15% dans les sondages, ou le candidat du PS, même si c'est pas Hollande, à 14-15% dans les sondages. Donc on va reparler de tout ça, parce qu'on n'a pas tant que ça poussé l'analyse dans la première capsule, et pour essayer de montrer pourquoi c'est possible, et pourquoi au moins c'est important d'en parler. Parce que ça permet aux gens d'arrêter de faire la pire des choses, c'est-à-dire de sous-estimer le PS et François Hollande en disant ils sont morts, ils ont fait 1% en 2022, donc ils feront 1% en 2027. C'est la pire analyse possible. La chute de Macron va rebattre les cartes et on doit en parler parce que ça peut profiter au Parti Socialiste. On va en parler aujourd'hui avec Chris. Chris, est-ce que tu es chaud? Moi, tu sais, dès qu'il y a de la politique fiction, je suis chaud. Ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, on est pris très très au sérieux, tu sais, quand on fait des prophéties comme ça, alors que c'est des exercices de pensée. Alors, on fait pas des hypothèses au hasard. On mettra jamais Villepin au second tour. Peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être que Villepin arrivera au second tour, mais nous, on pense qu'il a aucun espace possible. Pour les raisons qu'en fait, il est trop à gauche pour sa droite et trop à droite pour sa gauche. Pourquoi on pense à Hollande ? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de sauvegarde du bloc bourgeois qui est en train de se créer avec toute la dynamique de contrer les extrêmes, tu sais, les alertes noisettes. On l'a vu beaucoup là après l'affaire Quentin de Ranc. Et on pense que le bloc bourgeois, il va se sauver comme ça. De toute façon, il s'est toujours sauvé comme ça, il a toujours existé comme ça, c'est-à-dire comme rempart aux extrêmes, Surtout depuis Macron. surtout depuis Macron. Mais vraiment, c'était le moyen de sauver les extrêmes. Et d'ailleurs, Et même Hollande avait un peu préfiguré Macron, tu sais, dans ce côté rempart au terrorisme. C'était c'est déjà un ça, peu le rempart aux c'est ça. extrêmes là-dedans, parce que dans le terrorisme, on a vu que rapidement, il y a eu aussi l'extrême gauche qui était considérée comme terroriste, et puis du coup, il se plaçait au-dessus de tout ça, quoi. C'est ça. Et on va reparler beaucoup de 2002 parce que c'est dès le départ notre analogie. Et en fait, en 2002, c'est là où on commence à voir des gens de gauche voter Chirac, tu sais, pour le rempart aux extrêmes. C'est là que le bloc bourgeois commence à devenir un petit peu poreux par peur des extrêmes. C'est là où on commence à voir justement une porosité entre les partis de droite et de gauche. Et donc, à la fin, la destruction progressive du PS et de l'UMP, qui était le RPR à l'époque en 2002, et justement à cause de, il faut éviter les extrêmes, donc on regarde moins le conflit gauche-droite. Et donc, ce cas de figure-là, il est très important. On voit des appels du pied, tu sais, du PS, à s'étendre au loin, jusqu'à Attal. On voit des gens qui parlent de nouveaux cordons sanitaires. Allez voir notre capsule là-dessus avec Aurore Berger. Enfin, on voit toute une espèce de panique du centre, d'être dans ce que nous on appelle l'étau, quoi, le casse-noix du RN et de France Insoumise. Et donc on se dit, mais est-ce qu'ils vont arriver à trouver une dynamique pour pouvoir continuer de se pérenniser et continuer d'exister? Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est justement que François Hollande peut incarner ça. Il est un des rares à pouvoir incarner ça. Il n'est pas macroniste. Il n'a pas, contrairement à des candidats du centre, il n'est pas un lieutenant de Macron, ce qui sera Attal, ce que sera Philippe, ce que sera même Retailleau, etc. Donc il n'a pas ce passif à porter. Et il a Retailleau, peut-être moins que les autres quand même. moins que les autres, mais ça reste quand même, surtout Attal et Philippe. Hmm. Et Hollande, lui, a cette dimension de ancien président qui a géré des guerres, qui a géré le terrorisme. Et dans un monde en guerre, avec Trump,
qui est dans la folie. Hollande, il s'est fait élire en 2012 contre Sarkozy, tu sais, avec ce côté président normal par rapport à un président foufou comme Sarkozy, dans un monde en guerre. Moi, j'aime pas ce truc de il est dans la folie, parce que Trump, c'est quand même Oui, cohérent ce qu'il fait, tu vois. Ah non, mais quand je dis il est dans la folie, c'est le discours que les gens essayent de dire, c'est-à-dire ils vont le faire passer pour un fou. Mais même lui, il en joue, je pense. Hein. Ah oui, oui, et puis pour eux se faire passer comme saint d'esprit, tu vois ce que je veux dire, c'était le discursif de Hollande. Donc je pense que voilà, il a un espace, et c'est pas spécialement lui, c'est le bloc bourgeois a un espace, a un candidat pour pouvoir se dire ah mais en fait on n'est pas obligé de choisir entre les deux extrêmes, on nous propose, on peut avoir une troisième alternative, et je vois pas d'autre que quelqu'un comme Hollande pour, comment dire, avoir donné assez des gages à la bourgeoisie de libéralisme, de maintien des institutions, enfin tu vois, je veux dire vraiment, c'est pas l'aventurisme, la bloc bourgeois déteste ça, et d'avoir aux yeux des gens justement ces qualités de rassurant, président normal, voilà. Donc l'idée est venue justement de se dire, mais en fait, si le bloc bourgeois arrive à se sauver, comment il va s'incarner? Et là, on a vraiment le 2002 à l'envers, tu l'as dit. On a la gauche radicale et la gauche, là où on avait la droite extrême et la droite. Et ce qu'on va voir vraiment le plus important, ça va être de montrer qu'en fait, ces scénarios-là sont possibles. Parce que si on se replace en février 2001, vous allez voir, ce qui paraissait impossible en février 2001 est réellement devenu possible en avril 2002, quand on parle de l'élection de 2002. Donc, ouais, mais justement, je vais faire un point sur ça. Il faut que les gens comprennent que quand on vous propose ça, c'est des futurs possibles. Ça ne veut pas dire qu'on y croit dur comme fer et tout. Moi, je pense que je crois plus à la prophétie principale qu'à la prophétie Hollande contre Mélenchon. non plus. Mais il y a un pourcentage de chances que ça arrive, tout comme il y a un pourcentage de chances qui est un second tour, je sais pas, Bardella-Philippe. Moi, j'y crois pas, hein, mais c'est possible. C'est pas impossible qu'il y ait un deuxième tour Bardella-Philippe. Le truc, c'est que faire une vidéo pour nous sur un deuxième tour Bardella-Philippe, je vois pas ce qu'on va en tirer au niveau du militantisme. Cette vidéo-là, elle nous permet de dire faites attention à François Hollande. Radicaliser Au le bloc programme, bourgeois, essayer d'avoir quoi. un programme qui emmène des gens. Tout comme la prophétie principale, elle a aussi ce but de dire on peut y croire en fait, on peut faire les choses et on n'est pas là à doumer en disant bah non, rien n'est possible, il faut faire l'union derrière Emmanuel Grégoire à Paris, tu vois, parce que c'est aussi ça l'enjeu aujourd'hui, il y a des gens qui baissent les bras. On ne veut pas être de ces gens qui baissent les bras, donc on vous propose à la fois des futurs possibles comme il y en aurait d'autres et des futurs possibles qui vous permettent de vous projeter et de vous mobiliser en tant que militant parce que c'est important. T'as dit un truc intéressant quand on a fait la capsule Trump, t'avais dit face à Trump, ça va pas être difficile d'apparaître de gauche, tu sais, pour le Parti démocrate, tu vois. Et effectivement, pour les Européens sociolibéraux, face à Trump, il y a peut-être un moyen de sauver le bloc bourgeois en réapparaissant de gauche à peu de frais. Et François Hollande peut être dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, il peut vraiment réapparaître comme quelqu'un de gauche, justement parce que Trump est passé par quelque chose de trop fasciste, proto-fasciste. Voilà. Ce futur possible, c'est aussi de dire attention, le bloc bourgeois peut survivre dans cette configuration-là. Et de la même manière, en fait, le RN n'est pas inéluctable. Et c'est aussi quelque chose qu'on va avoir avec Chapoutot, c'est de faire croire que, en fait, ce n'est pas inéluctable d'avoir le RN. Et comment on va le contrer? Eh ben, peu importe qui on va mettre dans l'adversaire, c'est-à-dire François Hollande, le bloc bourgeois ou le RN, l'important à gauche, ça va être d'offrir une alternative profondément radicale à la sortie du néolibéralisme. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, que ce soit Hollande ou le RN, il faudra une intensité d'une sortie et d'une bifurcation du capitalisme. Sans ça, on ne pourra pas gagner, peu importe l'adversaire. C'est intéressant juste que tu parles de Chapoutot parce que il y a quelque chose en commun, je trouve, avec ce que raconte Chapoutot. Et Chapoutot, il dit qu'il y avait une dynamique pour le parti nazi, mais que quand on a donné les pleins pouvoirs à Hitler, en fait, il avait un peu moins de dynamique que quelques temps auparavant. Par contre, il y avait quand même le Parti communiste qui commençait à avoir une dynamique, tu vois. Exactement. Et ce qu'on essaie de nous faire croire dans les sondages, c'est justement que le RN a une dynamique de fou, tu vois, que la France est prête, c'est ce qu'on nous a dit en 2024, la France va donner les pleins pouvoirs à Jordan Bardella, Premier ministre, ça y est, là tu as vu les derniers sondages, on en reparlera peut-être dans notre capsule, Bardella à 36%, Retailleau à 12%, Knafo à 5%, en fait ils te font croire que dans le paysage politique, en fait, maintenant, les gens sont majoritairement d'extrême droite et veulent Bardella au pouvoir, tu vois. Ce n'est pas vrai. La dynamique aujourd'hui, ceux qui arrivent à engranger des nouvelles voix, c'est la France insoumise. C'est eux qui font sortir des gens de l'abstention aujourd'hui. Je ne dis pas que le RN n'est pas fort. Le RN a une base solide d'électeurs depuis longtemps, a réussi à grossir petit à petit. Mais aujourd'hui, en fait, ils sont plutôt en train de stagner. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a une bourgeoisie qui, face à la montée de la gauche, commence à se poser la question de donner le pouvoir au Rassemblement national, comme ce qu'on a vu d'ailleurs avec les nazis. Je ne fais pas de parallèle non plus débile entre Jordan Bardella et les nazis. Je ne pense pas que Jordan Bardella aura le destin d'Adolf Hitler, tu vois. Mais quand même, on a j'espère pas, ouais. Mais quand même, on a ces dynamiques-là de la bourgeoisie qui se pose la question d'une hypothèse Jordan Bardella, tu vois.
Et c'est pour ça qu'on en entend parler. En réalité, il n'y a pas de dynamique Jordan Bardella. Pas plus qu'il y a 3 ans, on va dire. Alors qu'il y a une dynamique de fond dans ce pays pour la gauche de rupture. Et c'est ça qu'on doit appuyer, c'est ça qu'on doit apporter si on veut éviter justement l'avènement de Jordan Bardella. Ou alors un ping-pong interminable entre François Hollande qui revient et puis tout ce vieux monde là qui tarde à mourir, hein. C'est ça. Donc, on prend une sauce sur Twitter. Alors ça, c'est des droitards, hein, voilà, qui reprennent notre extrait. On prend une sauce absolue, qu'on est dingue, c'est impossible, voilà. Alors c'est marrant que ça vienne des droitards, c'est pas du, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sens que en fait, ça les fait paniquer d'imaginer que leur poulain, Jordan Bardella, ne puisse pas être au second tour. Là, on leur a offert un futur possible qui est un enfer pour eux, c'est-à-dire on leur dit, mais ça se trouve, il n'y aura pas Bardella, il n'y aura pas l'extrême droite au second tour. Ce qui est, à mon avis, une hypothèse qui est quand même assez intéressante dans le cas d'un Bardella qui serait obligé d'y aller parce que Marine Le Pen serait empêchée. Parce que vraiment, je crois que Bardella, et on va le voir ensuite, n'a aucune carrure et se fera éclater dans la présidentielle. Parce qu'il se fera éclater, il poussera tout un tas de candidats de droite, on va le voir, c'est notre projection, à vouloir y aller et donc à s'éparpiller, quoi, et à éparpiller les votes de droite. C'est vraiment fondamental parce que vraiment, je pense que Bardella, quand vous voyez des sondages, en ce moment il y a des sondages à 36, j'ai vu des sondages à 38% Bardella, mais vraiment, mais c'est bidon de A à Z. Ça ne recouvre aucune réalité sociologique. J'ai même vu des sondages, des derniers sondages d'IFOP là, qui sont sortis, je crois, hier, donc le 4 mars, ont donné une droite à 60% au premier tour. Droite et extrême droite, c'est-à-dire Retailleau plus Zemmour plus Bardella à 60% dès le premier tour. Enfin, vraiment, tu te dis, mais vraiment, ça n'a vraiment pas de sens. Je pense que des sondages faits sur un groupe Facebook qui s'appelle Les Patriotes. Si toi aussi tu aimes la vraie France, et puis ils ont fait le sondage là-bas, est-ce que vous voulez voter pour Zemmour ou pour Mélenchon ? C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va voir que Bardella ne tient pas la route, n'a pas du tout l'assentiment qu'avait le bloc Marine Le Pen, est attaqué justement par la droite en face de lui. Il va être attaqué par Retailleau, il va être attaqué par peut-être Knafo, plutôt que Zemmour d'ailleurs, et d'autres. Il peut pas tenir 38%. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même a toujours été donnée beaucoup plus haute. Elle a été donnée à 30 un an avant l'élection de 2022. Elle finit à 23. C'est toujours surestimé. Donc on va le voir. Donc oui, effectivement, on voit tous les gens de droite et aussi des gens de gauche, hein, mais qui ont du mal à imaginer que l'extrême droite ne puisse pas être au pouvoir. Alors nous, on va faire la même chose. On va faire la comparaison. Dans notre parallèle, Bardella, c'est Lionel Jospin. Donc c'est un petit extrait qui dure 30 secondes de 2002, donc tu étais très jeune. Donc notre Lionel Jospin, à qui on pose cette question, et écoute bien, pas un an, 4 jours avant le premier tour, le 21 avril 2002. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être. Donc là, on est 4 jours avant le premier tour de 2002. C'est assez fantastique. Et pourquoi il pense comme ça, notre ami Lionel Jospin? Parce que regarde, si on va reprendre un petit peu l'analyse du fond. Donc là, on va regarder les sondages de 2001. Ça commence en janvier 2001. C'était le premier sondage qui était donné pour les présidentielles 2002. Donc on a un truc. Ouais. C'est quoi? C'est une compilation de plusieurs types de sondages? Ouais. Enfin, il y a IFOP, il y a Odoxa, il y a tout ça. C'est une compilation par mois de tous les sondages, et c'est leur moyenne en fait, c'est des points moyens par mois de tous les sondages qui ont été faits sur cette période. Ouais, parce que tu vas avoir des gens bas de mulch qui vont te demander les datas, hein, les sources. Eh ben, vous les prenez, vous tapez liste des sondages 2002 dans Wikipédia, c'est très chiant, vous avez tout le détail, c'est très chiant à extraire, mais j'ai tout compilé, voilà, et du coup ça donne ça. Mais on sait pas du coup, parce qu'en ordonnée, t'as pas mis que c'était les pourcentages, donc ils vont dire que c'est peut-être la température, tu vois. Non, c'est les pourcentages, voilà, c'est les scores, voilà. Et donc, tu te rends compte que quand même en janvier-février, donc à peu près comme aujourd'hui, Jospin, qui n'atteint pas le second tour, est donné autour de 30%. Donc c'est vraiment, il est le Premier ministre, sa politique est plutôt reconnue dans les médias comme bonne, voilà, et il est donné à 30. On a un Chirac qui est à moins de 25, et on a un Jean-Marie Le Pen qui est en dessous de 10. Et donc on a cette situation. Et là, donc, si on se replace par rapport à, il n'y avait pas Twitter à l'époque, les QRT voilà, de l'époque, s'il y avait deux fous furieux, comme Padu et Chris qui avaient dit en février 2001,
Jean-Marie Le Pen sera au second tour face à Lionel Jospin, qu'est-ce qu'on aurait pris dans cette situation-là? Pourtant, c'était la réalité de l'époque. C'était la réalité totale de l'époque. Voilà. Donc, on avait un Chirac qui était plutôt pas mal, mais assez faible en fait, qui lui avait assez peu gouverné. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, et on va le voir, là on a une adversité de droite face à presque une hégémonie de la gauche. La gauche gouvernait. Chirac avait gagné les présidentielles de 95, mais avec la dissolution, en fait, il a très peu gouverné. On sortait aussi de Mitterrand 2 mandats. Ensuite Jospin, donc il y avait une forme d'hégémonie de la gauche sur la société et donc un combat de deux droites en face pour pouvoir lui reprendre l'ascendant, quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait ce parallèle. Nous en fait on voit qu'il y a aujourd'hui une hégémonie de droite, pas d'extrême droite, mais vraiment une hégémonie de droite avec Macron. Conservatrice, Ouais, conservatrice. On voit qu'il y a une extrême droite qui là commence à s'installer. Même pas commence à s'installer, commence à fusionner avec cette hégémonie conservatrice. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de différence sur la politique de Macron et ce que prône Retailleau et même Bardella, tu vois. C'est des gens qui sont tous libéraux, qui sont tous avec des nuances de racisme, de pire en pire entre Macron et Retailleau, Zemmour, Bardella, quoi. Qui sont pas progressistes sur, je sais pas, les droits des LGBT, sur le féminisme, sur tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une homogénéisation d'une droite. C'est ça. Et du coup, en face, tu te rends compte que il va falloir penser des alternatives de gauche. Tu l'as dit, la FI commence à grimper. Et est plutôt vue comme l'ascension, on va dire, depuis quelques années, la vraie gauche face à cette hégémonie de droite. Là, on voit donc que quand même, Jospin, petit à petit dans l'année, va quand même commencer à dégringoler. Il va commencer à vraiment se stabiliser en dessous Chirac à partir de l'été. C'est qui en orange, là? C'est Chevènement qui a 10% là, en décembre. Ça, c'est Chevènement, ouais, c'est ça. Chevènement qui, soi-disant, était le troisième homme. On a du Chevènement, on a du Alain Madelin. Et Le Pen, il est où? Le Pen, il est là. C'est celui... Il est là. Il est là. Oui, il est à 8%, quoi. Voilà, il est à 7-8. Ouais. Donc ça, c'est tout 2001. Tu verras, donc j'ai changé, c'est pas les mêmes graphiques, mais parce que entre 2001 et 2002, il n'y a pas les mêmes gens qui sont donnés. Mais tu vois, on a du Noël Mamère, du Besancenot qui iront jusqu'au bout. Il y a Charles Pasqua qui est donné dans les sondages. Ouais, c'était Charles Pasqua qui pouvait se présenter contre Chirac, alors que c'est un historique, voilà. Même s'il l'avait trahi en 95 pour aller avec Balladur, il était candidat possible. Et il y a Bruno Maigret. Donc ouais, t'as vraiment aussi le début de la remise en question UMP et PS. Comme aujourd'hui, on a la remise en question de Macron. Et donc, on va avoir une explosion des partis de droite et des partis de gauche face à ces deux-là. C'est pour ça qu'en fait, on va le voir à la fin, l'UMP et le PS en 2002 vont même pas faire 40% à deux. Parce que justement, leur hégémonie commence à être contestée en 2002. C'est l'effet, en fait, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour qui va leur redonner une dynamique, Sarkozy et ensuite Hollande, mais ils commencent déjà à être contestés. C'est pour ça qu'on voit apparaître à côté d'eux, tu vois là en 2001 c'est assez significatif, t'as les deux là, et puis plein de petits partis, plein à gauche on a donc Chevènement, façon de parler, Olivier Besancenot, Robert Hue. Est-ce que tu sais qui était le directeur? Est-ce que tu sais qui était le directeur de communication de Robert Hue à l'époque? Fabien Roussel. Ah non, si tu le sais pas, tu pourras pas trouver. Frédéric Becbédé. Non, c'est vrai. Oh putain, l'enfer. Ah, moi, je croyais que t'allais me dégoûter un vieux Roussel, tu sais, de 23 ans. Non, c'était Frédéric Becbédé. Il est peut-être plus communiste que Robert Hue. C'est ça. Et à l'époque, il disait, fallait rendre le communisme branché, quoi. Bob Hue, il l'appelait. L'enfer, quoi. Bob Hue. Et donc, t'avais aussi plein de gens qui, à droite, venant de la dynastie Chirac, ont voulu se présenter. On parlait de Pasqua, mais on a aussi Alain Madelin et Christine Boutin, qui, eux, iront jusqu'au bout. Donc, on voit cette dégringolade. On a la même chose, donc, avec d'autres candidats qui ont été testés dans tous les sens. On a même eu Dieudonné en 2002. Et on continue de dégringoler donc, jusqu'au 21 avril. Donc tu vois, on démarre janvier là où on s'est arrêté. Et donc on voit les deux dégringoler tous les deux. Voilà. Les deux donner vraiment très très haut. Et progressivement, Jean-Marie Le Pen grimper, jusqu'à la dernière minute, et c'est pour ça qu'on a vu notre extrait de Jospin là, dire non mais c'est impossible, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier sondage, le plus haut qu'on le donnait c'était à 14, et on donnait Jospin quand même à 18, et en fait on verra le dernier jour l'inversion des courbes, un Le Pen qui fait 17 et un Jospin qui fait 16, et on se retrouve avec ce fameux deuxième tour. Voilà. Donc c'est intéressant de se poser la question parce qu'en fait on voit que ça se joue à rien du tout. Dans une config, il était très probable qu'on puisse, tu vois, tu parlais de futur possible, en fait rien n'était inéluctable, à peu de choses près, on aurait pu quand même avoir Jospin, Chirac. La question, en plus, ce qui est intéressant là-dedans, là où nous on parle de possible, qu'on essaie de faire de la prédiction avec le graphique,
Ou on peut se tromper encore une fois, mais l'intérêt, c'est que si tu t'en tiens là au sondage, il n'y a pas un sondage qui a donné la réalité du futur. Ah non, Tu vois. aucun. Tous les aucun. sondages se sont trompés, même les plus faibles pour Jospin et les plus hauts pour Le Pen, ne donnaient pas Le Pen devant Jospin, tu vois. Parce que justement, c'est des gens qui n'interprètent pas des dynamiques, mais qui interprètent des réponses de gens déjà triés, donc qui sont biaisés, et qui ne sont pas en situation de vote réel, quoi. Et le jour du vote, il y a des situations qui ne sont pas les mêmes que quand tu réponds dans ton fauteuil à un coup de téléphone, quoi. C'est ça. Et donc on voit justement cette dynamique de l'outsider, c'est-à-dire celui qui a la dynamique de campagne. C'est souvent Mélenchon qu'on a vu comme ça ces derniers temps, l'effet Le Pen. Moi je pense qu'il est plus installé, c'est pour ça que dans notre config, c'est plutôt Hollande qu'on va voir ici, remonter. Nous on va plutôt considérer que Mélenchon c'est Chirac, c'est-à-dire qu'il est très installé, et il va tout de suite capter, on va dire, la gauche, et les autres vont s'éparpiller très vite, mais il n'y aura pas de possibilité. Après, tu pourrais avoir la même chose avec Bardella et Hollande donnés au second tour, et un second tour quand même Hollande-Mélenchon, avec C'est ça, Mélenchon c'est ça. sous-estimé dans les sondages comme d'habitude, c'est possible aussi. On est aussi d'accord, mais je pense que Hollande va partir de plus bas, il va mettre plus de temps à Oui, s'installer. parce qu'il n'y a pas de candidat clair au centre. Donc il n'a pas un électorat clair, alors que Mélenchon, aujourd'hui, il a un électorat quand même qui est plus clair, même s'il est sous-estimé dans les sondages. Exactement, là ils le font déjà partir autour de 12, 14. C'est possible que les sondages donnent Bardella devant Mélenchon et Hollande, et qu'ils perdent 2 places en fait dans Oui. la vie réelle. Clairement c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on voit là. C'est l'état des forces. Bardella est donné devant les deux candidats de gauche. D'ailleurs, si on explose le bloc bourgeois, les sondages aujourd'hui vont dire il y a Bardella, Glucksmann et Mélenchon. Tu vois, dans l'état des forces de 2001, on avait un Jospin qui finit 3e qui était donné premier, devant Et puis à Chirac. 30 en plus. À 30, tu vois. Donc, Bardella, je me dirais, il est donné à 36-38, donc c'est encore pire. Mais oui. tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les dynamiques de campagne. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ? Parce qu'on se dit, Hollande, il va avoir une dynamique à la Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'il part de très loin. On le voit finito. Comme exactement en 2001, les gens le voyaient finito. Il avait fait 15 en 95. Mais avec l'explosion avec Bruno Maigret en 98, tout le monde disait c'est impossible, il a fait 15. Tu vois, son parti explose en deux, il est divisé, il y a Maigret d'un côté, voilà, donc c'est mort. Voilà. Mais avec la dynamique de contestation, de ne plus croire justement en la campagne de Jospin, qui était soi-disant gagnant d'avance, qui n'a pas vraiment fait campagne, avec une incapacité justement à emmener un vrai projet, Le Pen a commencé à progresser et à attraper des dynamiques sur la sécurité, l'immigration, beaucoup plus la sécurité que l'immigration d'ailleurs, mais tu vois, la sortie du système et tout. Et tu as justement cette dynamique de quelqu'un qui vient chercher les thèmes de l'époque, et je pense que Hollande va aller chercher des thèmes de l'époque qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre, la stabilité, machin, que le bloc central ne peut plus incarner puisqu'il n'a pas de candidat clair. Et on peut avoir, par exemple, un Bardella qui, lui, tellement sûr de son hégémonie, se prépare d'abord au deuxième tour sans faire vraiment campagne du premier tour, quoi, tu vois, en étant sûr d'y être, se faire attaquer à droite, se faire attaquer sur sa faiblesse intellectuelle, sur son inexpérience, essayer d'être défensif, ne pas faire campagne, parler le moins possible, et donc en parlant le moins possible, disparaître petit à petit. Et à côté de ça, on aura un Mélenchon, je pense alors on va pas être donné dans ces eaux-là, mais on va voir les proportions, mais beaucoup plus stable, effectivement, qui peut perdre un petit peu de plume, justement parce que, comme le Chirac de l'époque, attaqué par d'autres partis à droite. Et donc, pour lui, d'autres partis à gauche. Ce qui donne la projection qu'on a faite, ça veut dire que, in fine, on voit vraiment des scores assez faibles. Chirac, en 2002, fait 19, Jospin fait 16, et Le Pen fait 17. Donc là, ça veut dire, en fait, un Mélenchon qui serait donné à 15-16 et puis remonterait à 20 tranquillement. Un Bardella qui lui serait tout de suite donné, donc on parlerait du croisement des courbes, tu sais, dans les dernières semaines, et un Hollande qui lui serait vu comme outsider et irait gratter à cause de la guerre, à cause de Trump, à cause de les extrêmes. Et en fait, ce qui va faire de Hollande, en fait, sa dynamique, c'est le fait que pendant longtemps, on verra Mélenchon-Bardella au second tour. Ce qui peut lui faire une dynamique, c'est que si les sondages pendant 6 mois, je parle pas de là, mais pendant 6 mois commencent, je sais pas, à partir de quand Mélenchon sera vraiment présenté, que les noisettes arriveront pas, tu vois, voilà, qui arriveront pas à accoucher de quelque chose, ça veut dire qu'on aura un deuxième tour où tous les commentariats diront ça va être le duel des extrêmes, c'est pas possible, il faut pas ça, c'est trop grave, etc. Et ça va donner justement, tu vois, de la dynamique à un Hollande qui sera là pour empêcher les extrêmes. Et là, on sera vraiment dans le demi-2 à l'envers.
Parce que dans le 2002 de l'époque, c'était... Ça me fait gerber, tu sais, genre, oh, le discours de con, le mec qui est là contre les extrêmes. C'est le gars, son seul programme, c'est d'être contre les extrêmes. C'est insupportable. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui serait Moi, fou, ça c'est me que... rend rouge-brun, ça. Bah ouais, mais ce qu'a fait émerger Le Pen, c'est justement ce discours anti-système. Lui, il appelait ça l'établissement. C'est les candidats de l'établissement. L'établissement aussi, tu vois. Mais c'est que justement, lui, il a gagné en annonçant il y en a marre de PS et RPR qui se partagent le truc. Et donc, lui, il a réussi à se frayer un chemin entre les deux. Là, on va avoir typiquement l'inverse. On n'a plus du tout l'établissement. On n'a que des extrêmes et des opposants. Et l'autre se fraye un chemin en disant « Ah, mais si vous voulez pas de ça, eh ben moi j'arrive et je vais me frayer un chemin. » Donc on a vraiment une config de dynamique inversée de 2002, quoi. Donc moi je finis là-dessus pour te montrer des images de l'époque, pour te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait et comment, pour finir là-dessus, les gens s'imaginent des futurs en fait, qu'ils ne contrôlent pas. Et pour pouvoir les contrôler, il faut absolument les anticiper. Alors là, tu vas voir des militants MJS de 2002. Donc je sais pas, c'est des gens qui aujourd'hui ont 45 ans. À Rennes, Jean-Michel Apathy, France Inter. Donc t'as des Jean-Michel Apathy. Voilà, ça c'est bon. Jospin glisse sur cette pente savonneuse du premier tour, mais Chirac, qui s'est un peu mieux accroché au talus, n'est pas tellement en meilleure posture. Chirac fait une campagne pépère. Tu vois, regarde, donc ça c'est intéressant. Ils expliquent la campagne que fait Chirac. Donc ça c'est Jean-Michel Apathy, hein, tu l'as reconnu ou pas donc, Il était déjà pas si... Il doit être vieux aujourd'hui, hein, parce qu'il était déjà pas si jeune il y a 25 ans, quoi. C'est ça. C'est un véritable camouflé pour Jacques Chirac. Il polémique avec personne. Il est assez soft, quoi, au fond. Donc tu vois, Chirac, il arrive, il a une dynamique, il est soft, il est lui-même, tu vois. Et il faut que Mélenchon, il soit lui-même, radical, qu'il aille chercher sa base, tu vois. Et comme ça, il va chercher tout de suite ses 16-20% dans les sondages très tôt, très vite. Et il est donné comme le gars qui va affronter Bardella. Et Bardella doit être dans la position de Jospin, c'est alors, on a Bardella, Mélenchon, il faut empêcher les extrêmes et l'autre va s'écrouler. Si pendant le mois de janvier, de février, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on était cassé dans les sondages, dans la presse, parce que on avait le programme de Chirac est bon. Et puis finalement, là, depuis un mois, on a commencé à revoir un peu le soleil. Quand la droite républicaine ne fait pas son travail, alors il ne faut pas s'étonner que le Front National soit au niveau où il était dans le passé dans notre pays. Parce que quand la droite n'est pas la droite, alors l'extrême droite s'empare d'une partie de nos électeurs, excédés que leurs représentants ne défendent pas les idées qui sont les leurs. Donc, Sarkozy était déjà dans un truc de surjouer la droite, tu vois ce que je... Et ça, c'est ouais, il avait déjà sa stratégie de 2007 en fait dès ce moment-là, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est intéressant, c'est que paradoxalement, Mélenchon déjà donné au second tour, s'il joue sa carte exactement comme les Chiraciens le font là en 2002, et ben en fait il va mettre la gauche en avant. Et donc à la remorque, un Hollande peut venir en captant un peu de reliquat de gauche, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces dynamiques-là, c'est quand les gens qui sont donnés au premier tour directement gagnants, et ben c'est eux qui font la campagne et c'est eux qui imposent leur thème. Mais le truc c'est que tu prends l'extrême droite du coup peut faire comme Jospin, c'est-à-dire s'écrouler parce que Bardella va perdre un peu sa base historique, qui est une base populaire, qui votait plutôt Le Pen que Bardella en réalité, qui votait pour quelque chose de populaire, et lui il va aller chercher sur des thèmes qui sont ceux de Bruno Retailleau, ceux de Sarah Knafo. Exactement. Et du coup il va se perdre. Là, ceux qui vont se faire un peu avoir aussi dans cette histoire, c'est toute l'extrême gauche, et on le voit d'ailleurs dans les prédictions qu'on a fait dans ce cadre de Hollande et Mélenchon au deuxième tour. C'est que si Mélenchon est vraiment radical et donné au deuxième tour dans les sondages, bah, c'est compliqué d'aller voter pour Lutte ouvrière ou pour le NPA quand tu sais que ton vote il peut permettre à Mélenchon d'être au deuxième tour sur un programme de rupture, tu vois. Exactement. Et donc eux, ils vont forcément se faire siphonner par Mélenchon, quoi. Exactement. Toute la gauche en règle générale. Et pareil, la gauche un peu noisette se fera siphonner rapidement parce que comme elle sera dans l'opposition à Mélenchon, quoi de mieux qu'un Hollande, voilà, pour, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est quand tu fais campagne, tu vois, là, il parle des Chiraciens, lui, il fait une campagne très de droite, et donc il fait monter son adversaire de droite aussi. Là, Sarkozy, il crée l'aspiration pour son adversaire. Et ce que peut faire Mélenchon là-dessus, c'est justement créer l'aspiration pour un Hollande. S'il tape fort en disant « il nous faut qu'on change du capitalisme, il faut qu'on sorte du Trumpisme, il faut pas qu'on aille à la guerre », et ben un Hollande peut justement capter l'aspiration. Il sera peut-être là, ce sera, comme on l'a dit, inversé. Ce sera, on va dire, le radical qui donnera l'aspiration
au central, mais ce sera au Flamby, tu vois, alors que là c'était l'inverse. Mais du coup, tu vois, ça priorise des thèmes de gauche, et donc un Hollande va essayer de jouer sur cette triangulation. De toute façon, je pense que le premier tour sera très, très dur parce que les deux principaux candidats vont probablement avoir un score assez tassé. Tout le monde parle de l'explosion du Front National et je pense que malheureusement ça risque d'être assez significatif. Et vive Le Pen. La victoire est pour nous. 3 jours avant. Et là, ça commence à sentir le truc. C'est le gars qui, dès 2002, a un bulletin Vive Le Pen et passe à la télé, tu sais. Tu vois, ça... Et il commence à sentir le truc, tu vois, de 2002, il commence à voir les sondages, et ça c'est très important. Les insoumis, vous avez l'habitude de ça, et c'est pour ça qu'il faut des gens implantés dans les masses, discuter, etc. Pour sentir aussi autour de vous, quand ça commence à bouger, quoi. Et puis les sondages qui remontent, parce que même si Mélenchon est sous-estimé dans les sondages, à la fin, les sondages, il se rapproche un peu de la réalité. Donc, tu sais, il était à 12, puis en fait, il passe à 16. Là, tu te dis, peut-être que c'est possible, quoi. Exactement. Là, en plus, surtout qu'on devrait avoir, je te dis, autant on va avoir un Bardella, bon là, 38, c'est un peu délirant, mais on va le voir autour de 27-28 dès septembre, tu vois, et on va avoir vraiment Mélenchon 16, Hollande 14, quoi, tu vois, ça va vraiment se jouer là, quoi. Eh bien, moi, je vous le dis, dimanche, il y aura une surprise de grande taille, et cette surprise, c'est votre candidat qui l'a. C'est blanc, c'est blanc et bourgeois ce public-là. C'est des blancos, quoi. Les choses. Avec un certain optimisme. Oui. J'ai toute une série d'indices qui me paraissent très prometteurs. Ça se jouera entre 17 et 18 points. Tu vois, il sent le truc mieux que les sondages. Peut-être à la décimale près. Le Chevènement, je savais qu'il tomberait à 8, j'espère qu'il ne va pas descendre plus. Ça vous chagrinerait. Sauf comment ? Ça vous chagrinerait. Oui, parce qu'il contribue il est un de ceux qui mettent Jospin au tapis. Tu vois Mais c'est là où tu vois quand même, il y a des gars qui sont pas des pélos de Twitter, tu vois, et qui comprennent un peu les dynamiques. Alors ça peut être un connard, tu vois, à côté de ça, mais il comprend la politique, le mec, tu vois. Ah bah il comprend, ouais, exactement. Non, j'ai même imaginé le titre de lundi. Jospin tué par sa majorité plurielle. Là, c'est intéressant. Tu vois, Jospin tué par sa majorité plurielle. Et toi, tu as donné la clé. Si Bardella y va, ce sera exactement la même. Puisque lui voudra être hégémonique sur la droite et aller sur des terrains de droite, le libéralisme, etc. Tu vois, il sera tué par tous les candidats de droite qu'il aura en face, quoi. Tu vois. Et en fait, de la même manière que Jospin, en étant une espèce de synthèse de toutes les gauches qui gouvernaient avec lui, les Verts, Chevènement, etc., ben, il a été tué par ça, quoi. Mais juste... Est-ce que si, là on rentre dans l'Uchronie et non plus le possible, tu vois, est-ce que si Bardella avait été Premier ministre en 2024, il se serait pas retrouvé dans cette position un peu, tu vois, Premier ministre avec l'appui des Républicains et tout, dans un truc pluriel à la con, avec une France en crise, avec Macron qui le jette sous le bus à un max et tout, qui le met au devant alors qu'il est jeune et qu'il fait de la merde, avec Le Pen aussi. Je pense qu'il sacrifie, donc avec Macron et Le Pen, en fait, il se serait peut-être retrouvé dans une position de merde et ça l'aurait peut-être tué, hein. C'est ça. Bah, effectivement, c'était une forme de pari de Macron dans la dissolution. Voilà. Quand il a vu qu'il pouvait reprendre la main à l'entre-deux tours en faisant le barrage encore une fois, c'est-à-dire moralement en s'en sortant et en même temps en sauvant sa base, il n'a pas joué le coup à fond. Mais s'il y avait eu vraiment ce qu'on appelait un raz-de-marée, où tu avais eu, je sais pas, parce que tu as eu à la fin 130 candidats et RN, s'il y en avait eu, tu vois, 180 dès le premier tour, bah, je pense qu'il aurait joué cette carte-là, effectivement. Il n'a que 7 candidats de gauche. Jospin a lui disputé la... Oui, je pense que s'il est au deuxième tour, il battra Chirac. Mais il ne sera pas au deuxième tour. Tiens. Au second tour. Il doit avoir tellement le seum en voyant ça a posteriori, le mec. Regarde qui c'est qu'on a là. On se dit c'est serré. Non, vous craignez pas une surprise dans la composition du second tour? Que je dis quand même. Tant que les électeurs n'ont pas voté, on ne peut pas préjuger du résultat. Mais je crois qu'on a trop installé l'idée, et les autres, hein, que c'était forcément ces deux-là. Si tout le monde fait ce raisonnement par l'absurde, inutile que je vote pour Jospin, puisqu'il est au second tour. Voilà. Il dit un truc intéressant là. N'a pas de voix sur lui. Et oui, à la fin. Non, mais, oui. Si tout le monde se dit, et ça va niquer Bardella,
Si tout le monde se dit c'est sûr que Bardella il est au second tour, bah personne va aller voter Bardella. Tu vois, et les gens vont voter même en se disant ouais, je vais voter Knafo parce que moi elle est plus proche de mes idées, machin. Exactement. Et ce documentaire, il a l'air trop bien. Ça s'appelle comment? C'est Tous en scène, spectacle d'une élection. Et ça dure 1h37 et il y a que des regarder. Ah, c'est un banger, je l'ai vu au moins 6 fois. Donc c'est pour ça. Dans l'absurde. Alors c'est ce raisonnement qui menace. Pourquoi voter? D'abord, pourquoi voter? Parce que c'est fait... Tu vois, je te montre les trucs parce que c'est vraiment des choses qui pendonnaient à Bardella. Les sondages sont en train de le tuer parce que c'est genre, il a déjà gagné, tu vois. Mais et 38%, à la limite, ils disent bientôt il va être élu au premier tour. Et là, Hollande, justement, il explique, il dit si c'est sûr qu'il y soit, bah ça sert à rien d'aller voter pour lui. Pour le second tour. Et pourquoi voter pour Jospin, pour Chirac si on est de droite, dès lors qu'il y a tellement d'autres candidats qui peuvent offrir une solution. Donc l'important aujourd'hui, je pense que les sondages ont pu avoir au moins cette vertu, c'est de faire apparaître qu'une élection elle n'est jamais jouée, il peut y avoir des surprises. Moi je vous avais prévenu, l'expérience que j'avais des élections européennes, c'est que vous avez l'impression que rien ne se passe pendant 2 mois, que tout est fixe, et puis à un moment, vous voyez toutes les aiguilles bouger. C'est exactement ce qui va se passer, je vous l'annonce. Vous allez voir, ça va bouger tellement que les sondeurs seront déstabilisés. C'est aussi des gens qui ont de l'expérience, tu vois. Je pense qu'on se laisse un peu... En fait, quand on n'a pas vraiment vécu des élections, c'est-à-dire soit quand on n'est pas militant, ou quand on n'est pas analyste, c'est-à-dire quand on ne regarde pas les élections a posteriori, en regardant les sondages et des choses, on ne se rend pas compte d'à quel point ça a bougé en 1 an, et à quel point même en quelques semaines, entre... 1 mois avant l'élection, au moment de l'élection, en fait, ça change. Et des gens comme Chris, par exemple, qui a de l'expérience là-dedans, à la fois dans l'analyse a posteriori et aussi dans le militantisme, ou un mec comme Hollande, tu vois, qui a participé à plein d'élections, en fait, c'est très bien que c'est pas joué. Voir Hollande, là, après, je sais pas, moi je le dis comme ça a posteriori, on a l'impression qu'il sait que ça pue un peu la merde dans l'histoire, tu vois. Tu vas voir. Ils vous disent, on a mis Jospin à 18, mais on aurait pu le mettre à 17 ou on aurait pu le mettre à 19. On sait pas. Parce qu'on est obligé de faire des redressements. Donc dans ces moments-là, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il n'y a qu'une stratégie, c'est de se battre. Il dit un truc Hollande, il n'y a qu'une stratégie, c'est de se battre. C'est pour ça que nous, on fait ce genre de scénario. C'est pour vous rappeler qu'à la fin, c'est le mouvement politique, c'est les gens qui se bougent sur le terrain qui font une campagne. Voilà. Nous, on nous a dit, le PS, ils vont faire des accords, etc. Bah, nous, on a fait une campagne plus jamais PS, qui marche très bien, etc. Et ben, on montre la duplicité du PS. Plus de 11 600 affiches distribuées partout en France. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, on en parle souvent comme ça, mais en France, en Outre-mer même, on en a envoyé en avec des camarades des Outre-mer qui nous demandent des affiches, on essaie de se débrouiller. Parfois en les faisant imprimer directement là-bas quand ça coûte moins cher que de les envoyer, parfois en envoyant depuis la métropole. Et puis partout en France, dans des petits groupes, des gens qui collent ces affiches plus jamais PS, qui participent à cette campagne de dire nous on veut la gauche de rupture pour les élections municipales aussi, parce que ça reste... quelque chose d'important. Vous allez voir, là, après les élections municipales, ce ne sera pas pareil si le PS reprend la main sur plein de villes ou si la France Insoumise fait un gros score, rentre soit dans le conseil municipal de certaines villes, voire prend des grosses villes. On parle par exemple de Toulouse, souvent, qui pourrait tomber dans les mains de Picmal. On parle de villes comme ça, qui pourraient... Roubaix notamment, tu vois, avec des Guiraud. Enfin voilà, il y a différentes villes qui pourraient tomber dans les mains de la France Insoumise. C'est pas pareil si ça se passe. Et leur adversaire principal, c'est l'autre gauche en réalité, parce que si vous avez un deuxième tour entre la France Insoumise et l'extrême droite, même si les médias vous diront que les gens ne veulent pas voter France Insoumise, les gens de gauche voteront France Insoumise en bonne majorité. Par contre, si la France Insoumise n'est pas au second tour ou alors est dominée par le PS, il y aura probablement un vote utile pour le Parti Socialiste. Si les gens aussi ont oublié ce qui s'était passé avec le Parti Socialiste, donc cette campagne elle est importante. Ça passe évidemment par l'événement qu'on a fait, les nombreuses vidéos, et puis notamment la vidéo de cet événement qui explique bien le bilan du Parti Socialiste. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne On ne veut plus, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Mais aussi par ces campagnes qui rappellent pourquoi est-ce qu'on se bat contre le Parti Socialiste, quoi. Exactement. Et donc, oui, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, peser sur les événements, faire des campagnes, ça sert justement à mettre des thèmes en avant, à imprimer des idées, à imprimer des rapports de force et des visions du monde. Et là, le rapport de force que nous, on essaie d'imprimer, c'est de dire il faut que les deux gauches s'affrontent et non pas qu'elles enjambent l'événement en s'affrontant pas ou en faisant des alliances. Là, aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a un affrontement qui est très important entre les deux gauches. Et d'ailleurs, tu vois ce que ça fait Padu. L'extrême droite n'existe pas dans cette élection. Dans l'élection municipale, on ne parle que des villes de gauche, d'extrême gauche. L'extrême droite existe pour dire au PS, surtout ne pas s'allier avec la France Insoumise. On voit que c'est la gauche qui fait l'élection grâce à cet affrontement. Et tout ça, ça fait partie de notre prophétie. Là, c'est mieux. C'est le dimanche matin. Là, tu sens, ça sent le napalm. Il n'y a aucune caméra qui va rentrer à l'intérieur de la oui, dimanche matin, donc oui, c'est le dimanche. Ouais.
Regarde. Le personnage politique préféré de Zoé. Voilà pour les gens qui savent pas. Donc là, ils savent pas. On aura C'est lui, le cul de Le Pen, je pense. C'était pas une abonnement à l'époque. Non, c'était ce qu'ils appelaient le paquebot, qu'ils ont revendu depuis après l'échec de l'élection de 2007. C'était en région parisienne, c'était un très gros bâtiment qu'on appelait le paquebot. L'odeur du bâtiment. 19h, atelier de campagne de Lionel Jospin. Une première estimation, elle circulera très vite ici, donc faut être patient. Mais les Français sont quand même patients depuis 7 ans qu'ils attendent de changer de président. Non, mais j'ai entre 16,5 et 19 pour Jospin. Ah, c'est large, en vrai. Ouais, c'est large. C'est quoi votre affaire? C'est un sondage demi-journée qui m'a été donné. La demi-journée, c'est de la merde. Ouais, non. Et regarde qui c'est qui est à côté là, tu l'as vu ou pas? Non, mais les mecs, ils sont tous en sur demi-journée, c'est de la merde, ouais, bien sûr. Attends, t'as vu qui c'est qui le prend sous le bras ou pas? Ah, c'est large, en vrai. Ouais, c'est large. C'est quoi votre affaire? C'est un sondage demi-journée. Hop là, c'est qui? Ah, bah c'est Jean-Luc. C'est Mélenchon qui prend son petit Hollande sous le bras comme ça là, tu vois? Hop. Ça fera une bonne minia, ça. Ça, c'est la photo du deuxième tour 2027. Qui m'a été donnée. La demi-journée, c'est de la merde. Ouais, non. Arrête de pas peur, tu serais comme Premier ministre. C'est bon. Personne qui a l'air serein dans cette histoire. Regarde qui c'est qu'on a là. L'affaire est pliée pour nous, elle est gagnée. Qui c'est ça? Tu le reconnais? Non, attends, me dis pas. Attends. Oui, il est gagné pour nous. Non. C'est pas bon lui. Ça c'est des propos à Paris. Eh ben c'était Julien Drey. Ah, c'était Julien Drey, putain, ils se ressemblent pas. Si jamais il y avait des événements importants, il va falloir constituer rapidement une cellule. Bah oui, tu m'as dit, moi je serais pas disponible. Sur le deuxième tour, en tout Et là, tu vois vraiment Nous, on fera des trucs là-dessus, à la brèche. On vous expliquera comment vous pouvez sentir le vent, aller être scrutateur. Mais quand vous faites une élection, moi, je les ai vécues vraiment en tant que militante. Ça commence à remonter, tu commences à avoir des infos, tu te dis, tu mets des gars à toi dans des bureaux de vote test, etc. Et tu commences à dire, putain, ça dépouille. Et notre nom, il sort de fou, tu vois ce que je veux dire? Notre nom sort, tu vois. Et là, tu commences à avoir l'excitation à midi, à 17h et tout. L'odeur du sang. C'est un truc de ouf, hein. Vraiment, moi, c'est vraiment un truc de dingo, quoi. Et là, ils sont là-dessus, quoi. Oui, mais En plus, eux, ils ont dû se frotter les mains. J'ai vu le nom de journaliste. Donc ça, c'est directeur de communication Alain Visier de l'époque du Front National. Coupe des cheveux, là. Il va se passer quelque chose. Et eux, ils ont l'info inverse, quoi, tu vois. C'est quoi l'info inverse? Ah oui, ils voient que eux montent, en fait. Ils ont l'info, oui, oui. les autres se voient descendre. Et pour vous donner un peu les off, ils ont des gens qui leur remontent dans les bureaux tests. Alors en plus, à l'époque, faut se dire, il n'y a pas les téléphones portables, enfin beaucoup moins et tout, donc c'est encore plus dur. Mais qui s'appellent et qui disent, putain, on a dépouillé. Et donc, ils ont des villes tests où ils font 20, 21, tu vois, des trucs de dingo, tu vois. Et là, ils commencent à compiler, à dire, putain, on a fait 21 là-bas. En 95, on faisait tant. Putain, il se passe un truc, quoi. Et tu sais, en plus, il y a des gars genre Olivier Faure, tu vois, en 2027, il fera la même campagne que Sarkozy, tu vois, à l'époque. Il dira, ça. Oui, quand la gauche oublie, l'extrême gauche monte, machin, et tout. Il fera une campagne contre Hollande et il va se faire baiser par Hollande. C'est ça, exactement. Et là, lui, alors, ça pour te dire, parce que j'ai déjà vu le truc 20 fois, il arrive à son siège pour te dire. Tout à l'heure, c'était 6, là. Non, mais parce que j'ai vu d'autres reportages là-dessus, mais il arrive à son siège et personne ne lui a parlé de ce qui commence à remonter des urnes. Donc lui, il croit encore qu'il y est et les autres commencent à se décomposer dans son équipe parce qu'ils voient les résultats remonter, quoi. Donc c'est lui qui va le savoir. Attends, ça doit être la sueur de lui annoncer en même temps. Écoute, j'ai un truc qui est très bizarre et très effrayant. Jean-Michel Apathy qui commence à s'exciter. J'ai un coup qui est très bizarre et très effrayant. Sofres bureau test. Bon, tiens. Si j'ai quelque chose, je te rappelle. D'accord. T'as entendu la phrase d'Apathy? Sofres, j'ai pas compris. J'ai un truc qui est très bizarre et très effrayant de Sofres qui vient d'un bureau test. Tu vois, Sofres, c'est les instituts de sondage qui font les scores à 20h. Et là, les journalistes commencent à avoir les remontées des instituts des bureaux test. Et là, il dit, j'ai un truc un peu effrayant là, un peu bizarre. Bon, si j'ai quelque chose, je te rappelle. D'accord. Et là, t'as vu les portables? Ah ouais. Touche-touche. L'Ipsos donne Chirac à 23, Jospin à 15,6
Le Pen à 17,5. Le Pen à 17,5. Voilà, ça fait mal. Hein. Là, ça commence à se très très mal. Tout à l'heure. La tête de Bayonne. C'est quoi ça? Sofres, estimation. C'est complètement contradictoire. Tout ça, c'est pas sérieux. Tout ça, c'est pas sérieux. Et en plus, tu vois, Bayrou en plus. Parce qu'on parle de Jospin qui s'est fait piquer des voix sur sa gauche. Mais Pérou a fini le casse-noisette parce qu'il a piqué des voix sur la droite de Jospin. Donc il a vraiment payé Jospin aussi, Pérou. C'est ça, exactement. Avec le calme des vieilles troupes. Putain, tu vois ton truc qui rend Le Pen aimable. Il les a baisés. Devant Jospin, oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Certaines villes, là? Non, mais global, deuxième position. Oh putain, enfin. À combien t'as? À 17%. Et Jospin à 16? Jospin à 15. Oh putain, ah c'est bon ça. Ah c'est bon ça, on va leur niquer la gueule. T'as vu la tête de Strauss-Kahn avant, après? Ouais. Avec Anne Sinclair, là, hop. Il sort de Sophie. C'est pas pourquoi il a 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen 17,4%. Donc ça, vous voyez, je vous annonce, 2027, c'est les gens de Bardella qui vont faire ça. T'imagines le QG de Bardella? T'imagines le live de Frontières de Jordan Florentin, tu vois, comme ça, de genre le Hollande Mélenchon, tu sais. C'est ce qui va se passer. Le banger. Le gars annoncé au deuxième tour depuis des années. Allez, ça c'est Jordan Florentin. On se retrouverait en tête Jacques Chirac avec 19,9% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise. Attends. Les mecs, à part s'ils sont débiles, les mecs qui sont dans le siège de Chirac, ils huent et tout, mais en vrai, ils sont refaits. C'est évident qu'il va passer au deuxième tour. Tu vois. Je pense que sur le moment, vraiment, faut se rendre compte, toi, t'es jeune, donc t'as tout le côté barrage, etc. À l'époque, personne ne comprend ce qui se passe. Il faut vraiment se dire ça, c'est l'extrême droite. En plus, Chirac fait partie de cette droite qui a toujours refusé cette alliance avec l'extrême droite. Ça n'a pas été toujours le cas dans son parti. Mais vraiment, à l'époque, sur le moment, personne n'est projeté vers, tu vois ce que je veux dire, vers le second tour, parce que tout le monde est halu par ce qui se passe, quoi. Tu vois, d'avoir l'extrême droite au second tour, quoi. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, quand t'as l'extrême droite devant toi, surtout du bloc central, oui, tu sabres la victoire tout de suite, quoi. C'est évident. L'équipe de Jospin. Tiens, c'est qui c'est ça? Attends, c'est Filoche? Ouais, c'est Filoche. Ouais. J'allais dire Anne Dagri. Il ressemble aussi à, tu vois, comme quoi les trottes se ressemblent, il ressemble à Mercier, c'est le numéro 2 de Hello. Ouais, tout à fait. Tu trouves pas? Ouais, un peu, ouais, il y a quelque chose. Donc ça, c'est les... Pareil, ça, ce sera les équipes de Bardella. Vous savez, c'est comme quand un ami se suicide. On se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai pas compris? Quel est le cri qui m'a poussé, que j'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour que le pays se jette comme ça dans les bras de l'extrême droite? Il y a de la crise politique lourde dans l'air. Ce qui est drôle, en plus, c'est marrant ce suffrage à deux tours parce que... C'est marrant ce suffrage à deux tours parce que si Le Pen fait 17%, mais que Jospin fait 18%, ils disent pas que les mecs se sont jetés dans le bras de l'extrême droite. Par contre, si Jospin fait 2% de moins, le mec est deuxième tour, mais ça change rien en fait, tu vois, au fait que l'extrême droite aura pas le pouvoir. Mais là, le pays s'est jeté dans les bras de l'extrême droite. Exactement. C'est drôle. C'est ça, c'est effectivement des dynamiques mentales, mais qui sont très importantes, hein, mais qui, quand ils pensent factuellement, objectivement, ne changent pas grand-chose, tu vois. La config change tout, effectivement, donc c'est assez significatif. Bon bah voilà, donc je voulais te montrer ces images, le documentaire. Je suis content, je l'ai jamais vu en plus. C'est assez banger, il y a plein de trucs. Alors là, j'ai pris vers la fin, mais vous voyez toute la dynamique. Mais on va finir justement sur... Mais tu vois, les pleurs sont toujours savoureux. Là, tu parles des pleurs dans le camp de Bardella. Mais imagine quand même si le second tour, c'est Bardella-Mélenchon, tu vois, dans le camp d'Edoui Plenel, tu sais. Ouais, c'est des pleurs à Mediapart, tu vois. Je suis d'accord. En fait, je pense que ce sera annoncé plus tôt. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de surprise. Bardella, Mélenchon. Tu sais, nous, quand on l'a annoncé, tout le monde était un peu en mode c'est délire.
Et maintenant, tout le monde dit comment on va éviter ce second tour-là. Tout le monde commence à se dire comment on va éviter ce second tour-là. En tout cas, s'il donne Bardella, pas Mélenchon, dans les sondages, personne ira se mouiller en disant jamais Mélenchon il sera. Si c'est Bardella 25, Hollande 16, Mélenchon 15, personne va dire ah ben c'est sûr c'est Hollande Bardella. Voire les gens ils sauront que ça veut dire que c'est plutôt Bardella Mélenchon. Tu vois. Exactement. Donc voilà, donc on finit avec ce vrai 2002 à l'envers, l'explosion de la droite, la campagne tranquille de Jean-Luc Mélenchon qui a sa base, et le François Hollande qui vient casser un second tour déjà annoncé depuis des années pour éviter les extrêmes. Voilà, fin de chantier. Donc j'espère que les gens sont convaincus. Ah ouais, en vrai c'était grave bien, grave intéressant. Juste, je vous fais une pub parce qu'on a lancé un peu une campagne par rapport à notre Tipeee. On a transformé notre Tipeee qui était lié d'abord à ma chaîne personnelle et puis qui était le Tipeee Padu et tout. On l'a transformé en Tipeee La Brèche parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce qui se passe sur ma chaîne personnelle, les vidéos qu'on produit sur ma chaîne personnelle, mais aussi les vidéos de la Padu Team. Position revue. On ne veut plus à la fois la chaîne YouTube, mais aussi les campagnes d'affichage, les campagnes d'événements. On a énormément de choses en fait qui se passent. Il faut savoir, j'ai vu qu'il y avait des gens qui critiquaient un peu, qui disaient vous demandez de l'argent, mais on ne sait pas trop ce que vous en faites. Et c'est vrai que des fois, on ne vous tient pas forcément au courant. Alors vous voyez bien que la qualité des vidéos, le rythme des vidéos est beaucoup plus professionnel, on va dire, qu'avant. Et donc forcément, c'est aussi parce qu'il y a plus de monde qui travaille dessus. Mais il faut comprendre qu'il y a quelques mois encore, on était 8 dans l'association. Avec le mouvement du 10 septembre, notamment, il y a eu pas mal de nouvelles adhésions à l'association, de gens qui sont venus s'intégrer, aider à structurer, aider avec des compétences particulières, que ce soit de terrain ou des compétences techniques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une quarantaine. À terme, on aimerait être beaucoup plus. Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire adhérer 500 personnes d'un coup dans l'association, sinon ce sera impossible de faire en sorte que ça fonctionne bien, que ce soit bien structuré, que chacun y trouve son compte, et ce serait prendre le risque de fragiliser l'association. Donc on prend encore quelques temps là avec la quarantaine de membres qu'il y a actuellement pour essayer par la suite d'ouvrir encore plus l'association. Et pour ça, on a notamment besoin d'argent. On a les cotisations des gens qui sont adhérents à l'association, mais il y a aussi le Tipeee qui nous aide. Et tant que vous ne pouvez pas adhérer à l'association, nous, ce qu'on aimerait et ce qui nous aiderait, ce serait que vous puissiez nous financer sur Tipeee. Ça sert à financer déjà les 3 équivalents temps plein qu'on a dans l'association. Chris est le trésorier de l'asso, donc c'est lui qui est garant de... Je crois qu'il y a 4 personnes qui sont employées. 4 salariés, ouais. Il y a 4 salariés, mais ça fait 3 équivalents temps plein. Donc avec 2 monteurs, un graphiste et puis quelqu'un qui est un peu plus sur de l'organisationnel. Et puis il y a aussi des gens, par exemple Guim est payé sur en presta, je crois, comme une presta, parce que lui, il a un travail salarié et il fait de la vidéo à côté, mais de temps en temps, en réalité, c'est... je sais pas, peut-être 3-4 fois par an, quoi, qui vient faire une presta, soit sur une vidéo genre dans les pas 2, soit sur un événement où il filme ou des choses comme ça. Et on a aussi du travail qui repose aussi sur du travail militant, mais qu'on aimerait bien à terme potentiellement, notamment pour les gens qui sont des techniciens dans la vraie vie, pouvoir les payer. Pour l'instant, c'est pas possible sur la chaîne On ne veut plus notamment, mais on aimerait bien pouvoir un peu professionnaliser cette chaîne, essayer de vous proposer une vidéo tous les dimanches. Là, ça fait quelques dimanches qu'on arrive à le faire. On va essayer de continuer là-dessus, mais c'est vrai que pouvoir payer les gens, ça nous permettra d'être plus sur un rythme un peu plus soutenu, parce que ça permet aussi les gens de prendre un peu du temps sur ce qu'ils font d'habitude du travail. Par exemple, quelqu'un qui est monteur ou qui est cadreur, il peut travailler 5 heures de moins sur son cadrage habituellement, faire une presta en moins en dehors de l'association, et puis venir faire une presta pour l'association, pour On ne veut plus par exemple, dans la semaine, ce qui nous permet d'avoir plus de vidéos et des vidéos de meilleure qualité. On a aussi pour projet d'essayer de trouver des locaux, de faire des productions un peu plus demandeuses en termes de compétences techniques, de temps, par exemple des documentaires, des productions professionnelles, des choses comme ça, des événements un peu plus gros. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est pourquoi on aimerait bien avoir 15 000 € sur le Tipeee en dons récurrents. Je vous dis en dons récurrents parce que là, comme on a ouvert cette campagne de dons, il y a des gens qui font des gros dons ponctuels et c'est super, on vous remercie. Mais ça ne nous permet pas forcément de voir dans l'avenir. Et donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don plus petit. Par exemple, si vous voulez, il y a des gens qui donnent, 100, 150 €. Et en fait, nous, ça nous permet plus de voir à long terme si vous donnez 15 € sur 10 mois que 150 € d'un coup, parce que ces 150 € là, ils vont pas nous permettre de mettre un nouveau salarié, par exemple, avec un CDI, parce qu'on ne sait pas en fait s'ils seront encore là dans 10 mois, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien faire augmenter le nombre de dons récurrents dans le Tipeee, ce qui nous permet aussi, nous, d'être un peu plus indépendants de YouTube
qui donne, comme vous le savez, de la YouTube Money en dollars par rapport à des publicités, par rapport à un algorithme qui peut nous lâcher, par rapport à des bans qui peuvent arriver. Ça nous était un peu arrivé pendant notamment le génocide en Palestine. Les vidéos sur le génocide en Palestine ne sont pas forcément monétisables. Les vidéos, quand on parle de VSS, ne sont pas non plus forcément monétisables. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on vous demande ça et qu'on vous met en lien le Tipeee de l'association si vous pouvez nous aider à ce niveau-là. T'as raison, et à terme, effectivement, l'idée c'est de transformer en association massive et d'avoir des cotisations, mais pour ça, on doit déjà structurer, on veut pas accueillir des gens juste pour avoir des cotises, on veut pouvoir former des cadres avant, pouvoir avoir des choses à faire aux gens quand ils arrivent dans des sections locales. Donc c'est l'étape d'après, là c'est une étape de transition. Let's go, on se prépare. Il y a des choses qu'on veut faire de la formation aussi. Ouais, il y a plein de choses qu'on veut formation. faire, mais... et puis quand vous nous on rejoindrez... l'a mis aussi dans le texte, et puis il y aura des choses aussi qui s'ouvriront avec les possibilités que l'avenir nous offrira. Ouais, l'idée en tout cas c'est de... Pour clore avec la discussion sur cette capsule, la 2002, c'est aussi de montrer que c'est en s'organisant qu'on pèse sur les événements. Voilà, les événements ne sont pas écrits d'avance et les faire bifurquer, c'est en se bougeant collectivement. Et donc, on va faire notre maximum comme on essaye de faire notre maximum depuis le début. Yes. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à nous aider pour notre campagne Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens!